Bonjour ou bonsoir à chacune et à chacun. Le 15 et le 22 mars, vous êtes allés voter, du moins on peut le souhaiter, et vous avez désigné les conseils municipaux qui ont déjà ou qui vont bientôt désigner le nouveau maire, ou bien la reconduction de l'ancienne équipe au pouvoir. Les élections municipales ne sont pas des élections banales, ce sont des élections extrêmement importantes. D'abord, c'est à partir des mairies que commencent la plupart des carrières politiques, des responsables de notre secteur politique. Et puis, il faut rappeler que l'élection des sénateurs, par exemple, est principalement le fait des conseils municipaux en Martinique comme dans l'ensemble du pays. Donc, sur la confection des lois, les personnes que vous avez désignées les 2 derniers week-ends ont une importance capitale. Ce n'est pas que le Sénat ait le dernier mot, c'est toujours l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, mais le Sénat intervient et parfois modifie profondément les textes qui lui sont proposés par l'Assemblée nationale. Et puis parfois, les projets de loi, les textes de loi, projets ou propositions, quand ils concernent l'organisation territoriale de la France, sont examinés d'abord au Sénat et puis ensuite à l'Assemblée nationale. Donc c'est dire que l'élection des semaines qui viennent de se passer, cette élection est une élection importante. En Martinique, on constate qu'il y a tout de même eu un vent de changement, puisqu'un certain nombre d'élus présents depuis 2 mandats ou davantage, ont été remerciés par la population. Ça ne veut pas nécessairement dire que la population considère que ces élus-là faisaient du mauvais travail, mais la population de diverses communes a eu envie de changer de responsable et on n'a qu'à s'incliner devant la volonté du souverain qu'est le peuple en démocratie. Les élus en question, souvent, étaient des élus très proches de la population, qui connaissaient quasiment chaque personne par le nom, par le prénom, etc. Et la plupart des décisions, des votes, je dirais, négatifs envers certains élus ont été des surprises considérables, parce que certains de ces élus se voyaient réélus sans grande difficulté. Bref, la situation est ce qu'elle est, et il faut que chacun s'en accommode. Notons une technique qui a été utilisée dans une des communes et qui rejoint les réflexions que nous avons ici à certains moments. Je veux parler des Anses d'Arlet. Aux Anses d'Arlet, un maire est présent depuis déjà pas mal de mandats, et depuis pas mal de mandats, un autre candidat était volontaire pour le remplacer. Et puis cet autre candidat a été dans le conseil municipal au cours des 6 dernières années, et il a montré qu'en réalité, il était d'accord sur l'essentiel de ce que faisait la majorité en place, de ce que faisait le maire en place. Et la décision a été prise entre les 2 tours de scrutin aux Anses d'Arlet, donc, de fusionner la liste du maire sortant et la liste de ce candidat qui se présentait déjà depuis 4 élections et qui ne pouvait pas être élu. Et cela, naturellement, a permis, comme il fallait s'y attendre, de battre le candidat de la 3e liste. Et donc, on a retrouvé une fusion au 2e tour, comme il s'en fait souvent. Et c'est cette fusion, cette liste issue de la fusion, qui va diriger la commune des Anses d'Arlet au cours des 6 prochaines années. Ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'au fond, alors que les 2 listes qui ont finalement gagné se combattaient depuis de longues années, elles ont trouvé des points de convergence pour travailler ensemble pendant les 6 dernières années et pour gérer ensemble les affaires de la commune. Ma réflexion est de dire que ça pourrait être le cas dans la quasi-totalité des communes de la Martinique. On crée des dissensions, on invente parfois des conflits, alors qu'en réalité, sur le fond, l'accord est total dans 90% des dossiers qui sont soumis aux conseils municipaux. Alors, prenons-en de la graine et sachons faire un maximum d'unité dès le premier tour, si possible, sinon au niveau du 2e tour. À Schœlcher, on a vu également
listes qui s'opposaient au premier tour ou se retrouvaient au deuxième tour, les problèmes qui opposent les Martiniquais sont beaucoup moins nombreux que les problèmes qui les unissent. Il faut en tirer des conclusions. Encore une fois, l'exemple de la Suisse montre qu'on peut et on doit manager une collectivité en donnant une part du pouvoir à chacun des partis qui ont été candidats au pouvoir. Et c'est vrai en Suisse, c'est vrai en Martinique, c'est vrai dans beaucoup de pays. Mais un certain nombre de personnes ont un souci, enfin un problème d'ego, parfois surdimensionné, et alors que l'électeur dit « mais mettez-vous ensemble pour travailler ensemble pour la Martinique », eh bien on est encore dans la majorité des cas des oppositions que je qualifie souvent d'artificielles. Mais là n'est pas le cœur du sujet aujourd'hui. Il s'agit de voir comment faire face au malaise du personnel des collectivités territoriales. Car malaise, il y a à deux niveaux. Et dressons d'abord l'état des lieux avant de voir un petit peu les remèdes qu'on peut apporter. L'état des lieux, à deux niveaux. D'une part, il y a le problème de la titularisation. Il y a des milliers encore d'agents des communes ou des intercommunalités qui ne sont pas titulaires, qui n'ont pas un emploi à plein temps et qui ont de ce fait des revenus et puis une précarité de l'emploi qui leur paraît insupportable. Donc la loi prévoit, c'est une loi qui est très ancienne, qu'il y ait la titularisation des agents non titulaires dans les communes, et cela, naturellement, est un élément de malaise pour les agents territoriaux. Et puis il y a le deuxième problème, et qui est peut-être le plus grave, c'est celui de l'utilité perçue par ces agents par rapport à leurs propres fonctions. Disons qu'un certain nombre d'agents des collectivités territoriales estiment qu'ils ne font pas un travail très intéressant et ne souhaitent qu'une chose, c'est que la fin de la journée arrive et qu'ils puissent rentrer chez eux, s'occuper d'eux-mêmes, de leur famille, de leurs enfants, etc. Et là, on a un problème de fond qui ne concerne pas seulement les communes, qui ne concerne pas les intercommunalités, mais qui concerne un grand nombre d'agents de la fonction publique. Pourquoi ? Eh bien parce que l'organisation du travail dans les administrations est telle que ces agents, qui sont majoritairement des agents de catégorie C, eh bien, n'ont pas de véritable adhésion à ce qu'ils font. Les choses pourraient changer si on pouvait organiser le travail de ces agents sur la base d'un projet collectif, d'un projet établi en commun, et puis d'objectifs fixés par un groupe, évidemment piloté par le maire lui-même, et tendant à faire en sorte que chacun sache ce qu'il a à faire pour l'année, ce qu'il a à faire pour le mois, ce qu'il a à faire pour la semaine et ce qu'il a à faire pour la journée. L'idéal, quand une organisation est d'huile, comme on dit familièrement, l'idéal, c'est qu'il y ait le minimum d'ordre à donner tous les jours et qu'il y ait le maximum d'initiatives faites dans un cadre prédéfini, d'initiatives prises dans un cadre bien défini par chacun des agents de la commune ou de l'intercommunalité. C'est ce qu'on peut souhaiter et ce vers quoi nos élus auraient intérêt pour eux-mêmes à aller au cours des 6 prochaines années. Il faut également noter pour la gestion que le nombre de femmes maintenant maires à la Martinique est bien supérieur à ce qu'il était antérieurement, et sans faire de sexisme dans un sens ni dans l'autre, nous devons remarquer que souvent les femmes, dans leur vie quotidienne, font plus appel aux problèmes, enfin à des comportements, je dirais, concrets qu'à des idées générales. Disons que peut-être le fait d'avoir des enfants en charge eh bien, conduit la plupart des femmes à être très concrets dans la solution des sujets qui leur sont soumis, qui sont soumis à tout maire dans la vie quotidienne. Néanmoins, il faut aller un peu au-delà si on veut se demander ce qui va changer à la Martinique avec cette ascension progressive des femmes. Les problèmes principaux de la Martinique n'ont pas été abordés pendant la campagne électorale.
ni par les femmes, ni par les hommes. Je n'ai pas écouté tous les débats, j'en ai écouté cependant beaucoup, pour constater que le problème de l'emploi n'a pas été prioritaire. On a parlé beaucoup de petites querelles, de problèmes de personnes. On a parlé de problèmes qui sont connus, tels que l'eau, etc. Le transport, on en a parlé. Mais le problème du chômage, comment faire en sorte qu'on remédie au chômage de 35% de la population active de la Martinique dans la réalité. Si on ajoute aux chômeurs officiels les titulaires de RSA, il y a quand même énormément de personnes qui émargent au chômage en Martinique, d'une manière ou d'une autre. Eh bien, on n'a pas vu, au cours des débats de ces dernières semaines, un cas particulier fait du problème du chômage. Or, contrairement à ce que nous croyons, pour beaucoup d'entre nous, le problème du chômage n'est pas du ressort de l'État. Il est du ressort des élus locaux, c'est-à-dire des élus de la CTM et des élus des intercommunalités et des élus des communes. Un maire a une compétence totale pour organiser, par exemple, des zones d'activité, des zones artisanales, des zones industrielles. C'est lui qui a la compétence pour faire ça dans le cadre du plan local d'urbanisme, lorsque le plan local d'urbanisme a été fait, ce qui n'est malheureusement pas le cas dans toutes les communes. Un maire a toute compétence pour aller chercher des investisseurs et leur proposer des installations, des lieux en tout cas, où ils peuvent créer une entreprise, développer une entreprise et recruter du personnel local. Ça, c'est la compétence d'un maire et je n'ai personnellement jamais vu un maire martiniquais aller à l'extérieur de la Martinique chercher des investisseurs pour investir sur leur territoire. Et là, il y a un progrès à faire sur lequel nous ne devons pas nous défausser. Mais ce problème de l'emploi est un problème majoritaire, est un problème essentiel, enfin, qui devrait être prioritaire. Parlons également du problème des rémunérations. On n'a pas vu beaucoup, ni pour le personnel des mairies, ni pour le personnel extérieur aux mairies, une réflexion approfondie sur le problème de l'intéressement et de la participation. Chacun sait que lorsqu'on a un intéressement au résultat de l'organisme dans lequel on travaille, on est plus motivé, on est plus efficace. Et la participation, naturellement, pareil. Alors, comment faire? Vous allez dire, mais dans une mairie, comment organiser l'intéressement, comment organiser la participation? C'est une chose qui est tout à fait possible parce que dans tous les services, il y a un flux de dossiers qui arrivent, il y a un flux de dossiers qui partent, il y a un flux de chantiers ouverts, un flux de chantiers à fermer. Il y a toujours une possibilité d'évaluer ce qui va être fait et de voir dans quelle mesure ceux qui doivent le faire doivent voir leur rémunération évoluer en fonction de la participation à la réalisation de ce qu'il y a à faire et de ce qui aurait été fait à la fin de l'année. Vous aurez également observé que pendant les débats, il n'a pas beaucoup été question des intercommunalités. Les mairies ont aujourd'hui relativement peu de pouvoir. Par contre, les intercommunalités ont beaucoup de compétences, notamment sur le développement économique. Alors, petit problème en passant, on pourrait très bien envisager de donner, au moins aux plus grandes d'entre elles, les compétences des intercommunalités aux mairies, aux municipalités, aux grandes municipalités, et puis une autre partie des compétences des intercommunalités à la collectivité territoriale de la Martinique. Nous devons l'observer, malgré le fait que les compétences des intercommunalités sont principalement économiques. On a observé au cours de ces dernières 20 années, c'est à peu près depuis cette époque que les intercommunalités ont été mises en place, on n'a pas observé en Martinique qu'elles se soient beaucoup investies dans le développement économique et la population de la Martinique continue à diminuer et on doit prendre acte du fait que les jeunes ne trouvent pas suffisamment d'emplois dans le pays pour y rester. Alors, d'abord, c'est le deuxième point de notre entretien d'aujourd'hui, comment faire?
comment faire pour que le malaise des agents territoriaux soit un peu inférieur à ce qu'il est, soit un peu plus faible, régresse, voire disparaisse. Rappelons une évidence, lorsque un agent, un salarié, quel qu'il soit, n'est pas content du sort qui lui est fait, eh bien, cet employé a peu de chances d'être très efficace dans la réalisation des tâches qu'il a à faire. Quelqu'un qui est malheureux dans son travail, eh bien, ça se voit. Quand il se plaint, notamment dans les médias, ça se voit. Et dans l'accueil quotidien, cela se voit. Donc, il est important, compte tenu de la place que tient le secteur public dans nos économies, dans nos sociétés, de faire en sorte que nous ayons des agents épanouis, des agents heureux, pour qu'ils fassent une administration de leurs fonctions de manière également épanouie et de manière heureuse. Alors, il y a d'abord le problème de la formation. Nous savons que la majorité des agents qui sont dans les collectivités, dans les mairies tout particulièrement, sont des agents de catégorie C, c'est-à-dire des agents qui n'ont pas un niveau de formation très élevé, ce qui ne remet nullement en cause leur intelligence, leur imagination, leur capacité à travailler et à bien travailler. Mais leur formation sur les problèmes juridiques, sur les problèmes économiques, sur les problèmes d'aménagement du territoire, est une formation relativement limitée. Donc il s'agit, puisqu'il y a quand même un centre de formation des fonctionnaires territoriaux qui est d'une très bonne efficacité, eh bien il s'agit de concevoir des programmes de formation nombreux et puis complets, efficaces, pour augmenter le niveau d'efficacité de nos agents territoriaux, aussi bien dans les communes que dans les intercommunalités, qu'à la collectivité territoriale de la Martinique. Et la formation doit porter sur non seulement un contenu technique, mais sur des aspects tels que la régularité, le respect des règles, et puis l'efficacité. Je passe 3 heures à faire un travail, est-ce que je ne pourrais pas tenter de le faire en 2 heures ou en 1 heure? Il y a là une réflexion à mener, et tout cela passe par l'informatisation et par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle fait peur à beaucoup de gens, et là, il y a une approche à avoir. Quand on est un département où on a 100 personnes dans les collectivités, au lieu de 50 au niveau national, pour 1000 citoyens, pour 1000 personnes, ça veut dire forcément qu'il y a une orientation à prendre vers la diminution de ces effectifs. Et l'informatique et l'intelligence artificielle sont des outils évidents de progrès de ce côté-là. Mais il ne faut pas que ni l'informatisation, ni l'intelligence artificielle fassent peur. Et c'est un problème qu'il faut traiter de la manière la plus positive. En effet, si l'intelligence artificielle prend la place qu'elle doit prendre, si l'informatique continue à prendre la place qu'il prend depuis de longues années, c'est une bonne chose. Et se pose la question, est-ce qu'il est écrit dans une Bible quelconque, entre guillemets, que l'être humain doit travailler 45 heures par semaine ou 40 heures par semaine, ou comme en France, 35 heures par semaine? Ce n'est inscrit nulle part. Et l'inversion, je dirais, civilisationnelle doit être abordée, se dire, est-ce que le sort d'un homme est bien de consacrer l'essentiel de son temps au travail? Est-ce qu'au contraire, le travail n'est pas le moyen de lui permettre de consacrer l'essentiel de son temps à autre chose? Là, c'est la réflexion qu'il faut mener. Et vous constatez que le milieu dans lequel nous sommes est relativement conservateur de ce côté-là. Il n'y a pas de véritable réflexion menée sur le thème de, eh bien, si on passait de 35 heures à 30 heures, ou si on passait de 35 heures à 25 heures. Il n'y a pas beaucoup de réflexion. Alors, ça peut se comprendre dans le secteur privé, parce que
le profit de l'entreprise privée dépend en grande partie du nombre d'heures que les salariés vont consacrer au travail pour l'entreprise. Mais dans le secteur public, la chose n'est pas exactement la même. Il s'agit d'offrir un service qui, en principe, est gratuit pour que les citoyens aient une vie plus facile. Il faut observer que, je le redis, le secteur public gère 57% du produit intérieur brut de la nation. En Martinique, c'est plutôt autour de 70%. Donc, c'est une responsabilité énorme. Et on doit veiller à ce que cette responsabilité soit assumée dans les conditions de meilleure efficacité possible. La réflexion doit être menée. Et des entreprises privées, pas des administrations, dans d'autres pays, ont déjà réduit la semaine de travail de 40 heures à 35 heures, de 35 heures à 32, voire 30 heures, sans aucune diminution de rémunération. Sans aucune diminution de rémunération. Je rappelle d'ailleurs que les rémunérations dans le secteur public peuvent paraître plus confortables au niveau de l'encadrement moyen et supérieur que dans le secteur privé. Mais, et encore, ça peut se discuter, parce que dans le secteur privé, il y a des rémunérations beaucoup plus élevées pour certains cadres que dans le secteur public. Mais les agents publics de conditions modestes n'ont pas de salaire très élevé. Il y a beaucoup de salaires de 1 600, de 1 700 euros par mois. Et lorsque l'agent public n'est employé dans la semaine qu'à mi-temps ou qu'à 2/3 de temps, eh bien, le salaire est vite ramené à 1 000 euros ou à 800 euros, ce qui n'est pas très confortable, notamment dans une famille lorsqu'il y a des enfants. Donc, l'orientation doit être naturellement d'augmenter l'efficacité et de ne pas craindre de parler, mais de manière, je dirais, très transparente, eh bien, de l'éventualité de la diminution du temps de travail. La formule à laquelle nous devons toujours être attachés, c'est travailler tous, travailler mieux, travailler moins. C'est ça l'avenir. Réfléchissez bien, vous verrez que le progrès technique ne peut aller que dans cette direction. Il faut donc dans chaque commune qu'il y ait des objectifs datés et chiffrés pour chacun des agents du territoire. Il faut des objectifs datés, c'est-à-dire vous ferez telle chose, monsieur ou madame, mais vous le ferez à telle date. Vous ne le ferez pas quand vous voulez. Mettons, nous sommes au mois de mars, eh bien il faut à la fin du mois d'avril ou à la fin du mois de mai, telle chose soit faite. Qu'à la fin de l'année, telle chose soit faite, etc., etc. Et on peut déboucher sur des chantiers pluriannuels. Le bon sens recommande, en l'état actuel des sureffectifs de la fonction publique territoriale, d'arrêter les recrutements. Recruter telle personne parce qu'elle est dans tel quartier ou dans telle famille et parce qu'électoralement ça peut être utile, c'est une chose qu'il faut évidemment supprimer et qui est encore malheureusement en œuvre dans beaucoup de communes, pas dans toutes, dans beaucoup de communes à la Martinique. Il faut arrêter au moins en nombre et puis au fur et à mesure remplacer les personnes qui partent à la retraite par des personnes qui ont un niveau de formation déjà bien supérieur à ce qui est constaté dans la plupart des cas. Donc les départs à la retraite sont un des piliers importants de la diminution des effectifs dans le secteur des collectivités territoriales. Et puis le dernier aspect, et qui n'est pas le moindre, c'est de se demander s'il est bien raisonnable d'avoir autant de fonctionnaires. Je rappelle que la France est un pays où, sur une population totale de 30 millions de personnes actives, c'est-à-dire de personnes en âge de travailler, eh bien, il y a tout de même 6 millions de personnes qui relèvent de la fonction publique, avec une sécurité de l'emploi, une absence de contrôle des résultats qui est relativement évidente, même s'il y a un grand nombre de personnes qui ont beaucoup de mérite et qui font un travail admirable dans la fonction publique, dans l'enseignement, dans les collectivités territoriales et ailleurs. Mais il faut bien constater que comparativement
à d'autres pays. Je prends l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne a autant de fonctionnaires que la France, et même un peu moins, mais a 15 millions d'habitants de plus. Donc cela se justifie. La France a trop de fonctionnaires, a trop d'agents publics. Alors, quand on voit, d'une part, l'impasse budgétaire de la France, d'autre part, l'insatisfaction de beaucoup de fonctionnaires, et troisièmement, l'insatisfaction de beaucoup d'administrés, il faut se dire que le domaine est en crise profonde, pour ne pas dire en faillite totale. Est-ce qu'il ne faut pas prendre l'orientation de décharger le secteur public d'un certain nombre de ses responsabilités, eh bien pour faire en sorte qu'il y ait, notamment grâce au secteur mutualiste, mais aussi grâce au secteur privé, davantage d'efficacité. Quand un individu rapporte 100 dans le secteur public et qu'il rapporte 150 ou 200 dans le secteur privé, il faut se dire, mais qu'il y a un problème là, il faut qu'il y ait un rendement beaucoup plus élevé dans le secteur public que ce que nous voyons aujourd'hui. Je prends un exemple tout simple, les services techniques. Nous avons des services techniques dans la plupart des mairies de la Martinique avec du matériel, parfois de très bonne qualité, des camions, des tracteurs, des pelles, des nacelles, etc., etc. Est-ce qu'il y a une véritable optimisation de ce matériel et de ce personnel? Est-ce qu'il ne faut pas envisager de diminuer les effectifs et le matériel actuellement détenus par les collectivités? Je dis en passant que parfois ce matériel et ce personnel sont utilisés à des fins un peu électoralistes, enfin je ferme vite la parenthèse, et puis de faire des appels d'offres simplifiés pour confier les travaux qu'il y a à faire à des entreprises privées qui, elles, seraient chargées d'optimiser l'utilisation de leurs agents et de leur matériel. Il y a là un point sur lequel il faut réfléchir. De même, mais ça ne concerne pas les communes, au niveau des collèges, au niveau des lycées, mais c'est vrai aussi dans les communes pour les écoles primaires, il y a des agents dont le taux d'occupation quotidien n'est pas des plus élevés, alors qu'il manque parfois d'enseignants. Évidemment, ce n'est pas du tout le même profil, mais globalement, ce sont quand même des charges. Il y a lieu de réfléchir là-dessus. Est-ce qu'il ne faut pas systématiquement confier certains travaux au secteur privé plutôt que d'entretenir un secteur public parfois pléthorique, des effectifs pléthoriques et du matériel pléthorique? C'est tout le problème du périmètre de la fonction publique qui s'oppose à l'occasion du malaise qu'il y a dans les collectivités territoriales et pas seulement dans les collectivités territoriales au niveau national, c'est la même chose. Alors, lorsque on a dans un pays 57% du produit intérieur brut géré par le secteur public, on se dit que la chaîne coûte plus cher que le bœuf, quoi. Je rappelle que jusqu'aux années 80, il n'y avait que l'État dont les fonctionnaires relevaient du statut de la fonction publique. Ce n'est qu'à partir des années 80 qu'on a fait formellement, officiellement, entrer les collectivités territoriales et le secteur hospitalier dans le statut de la fonction publique. Rappelons aussi l'origine du statut de la fonction publique. Le premier statut de la fonction publique date de 1941, du temps où il y avait le maréchal Pétain à la tête de la France. Et il a été largement inspiré du statut de la fonction publique qui était en vigueur dans l'Allemagne hitlérienne. En 1946, on a évidemment tout refondu, mais l'esprit est resté le même, une énorme organisation dont le but était quoi? Eh bien, de contrôler tout un pays en donnant des ordres depuis le sommet dont on savait qu'ils devaient être exécutés jusqu'au niveau de la base. Et cette inspiration de contrôle parfois stérile, parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire de ce côté-là, cette inspiration n'a pas disparu de l'actuel statut de la fonction publique, et peut-être faut-il refondre le statut de la fonction publique, auquel sont beaucoup attachés naturellement certains partis politiques,
mais qui est en train de conduire le pays à des difficultés absolument insurmontables. Les taux d'intérêt sont en train d'augmenter, alors qu'il y a quelques années, ils étaient proches de zéro. Aujourd'hui, ils sont plutôt autour de 4%, ils vont monter au-delà de 4%. Et la France consacre aujourd'hui, pour l'année 2026, il est prévu de consacrer au moins 70 milliards d'euros au paiement des intérêts de la dette, seulement des intérêts, pas du remboursement de la dette. Eh bien, tout ça se tient quand on a un secteur territorial qui est pléthorique, quand on a un secteur national qui est pléthorique, forcément, ça conduit à un endettement terrible parce que ceux qui payent des impôts ne peuvent pas en payer beaucoup plus, à part quelques exceptions dont il faut s'occuper, beaucoup plus que maintenant. Donc la situation est grave. Le problème numéro 1 de la France, nous devons en être conscients, c'est l'insuffisance de l'efficacité du secteur public français. C'est cela qui conduit à y consacrer beaucoup trop d'argent et à avoir des satisfactions au bout qui ne sont pas, elles, suffisantes. Je prends l'exemple du transport ou de l'eau, enfin les exemples sont très nombreux, aussi bien en Guadeloupe qu'à la Martinique. Il faut s'occuper de ça, il faut veiller, et j'espère que les nouveaux élus en particulier y veilleront davantage que les anciens. Il faut veiller à une efficacité accrue du secteur public territorial en Martinique, comme en Guadeloupe, comme en Guyane, comme à La Réunion. Merci de votre écoute. À un autre soleil.